Nous voilà le 10 novembre 1871 quand le journaliste américain Henry Morton Stanley arrive dans le village africain d'Ujiji. Sa mission ? Trouver l'explorateur britannique David Livingstone, porté disparu depuis 6 ans sans laisser de traces. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a péri depuis longtemps dans la jungle. Pourtant, Stanley est convaincu que Livingstone est vivant et qu'il attend d'être secouru. Entouré d'une escorte de 200 hommes, il entreprend un voyage de 8 mois dans les profondeurs du continent africain, avec l'espoir de revenir avec, non seulement une histoire exclusive, mais aussi avec l'explorateur disparu lui-même. Au moment où l'expédition parvient au village situé au bord du lac Tanganyika, elle y trouve en effet un homme blanc solitaire. Nul doute, il s'agit bien de David Livingstone. Mais la plus grosse surprise est encore à venir. Malgré son état de santé grave, l'explorateur accepte avec gratitude les médicaments et les fournitures, mais refuse de rentrer chez lui. Selon lui, sa mission en Afrique est loin d'être terminée. David Livingstone est né en 1813 dans les Highlands écossais, dans le village de Blantyre. À 10 ans, comme tous les jeunes garçons de la région, il travaille à l'usine textile locale. Ses horaires de travail pouvaient atteindre 14 heures, après lesquelles il allait quand même à l'école. Il appréciait les sciences naturelles alors que son père l'orientait vers le christianisme. À l'âge de 23 ans, il avait mis suffisamment de côté pour déménager à Glasgow et intégrer l'université d'Anderson, où il étudia la médecine, mais aussi la théologie et le grec. À 25 ans, il est admis à la London Missionary Society, une organisation qui se voue à la propagation du christianisme dans des régions reculées du monde. Livingstone envisage dans un premier temps de se rendre en Chine, mais il choisit finalement l'Afrique. C'est ainsi qu'en décembre 1840, avec d'autres missionnaires, il prend le large pour le cap de Bonne-Espérance, résolu à prêcher le Dieu chrétien aux tribus africaines. Livingstone consacre les 16 années suivantes à voyager à travers l'Afrique. Il y apprend les langues locales et gagne assez rapidement la confiance des habitants de la région par ses talents de médecin. En février 1844, il prend même part à la défense du village de Mabotsa, situé dans l'actuelle Afrique du Sud, face à des lions. Alors qu'il baisse sa garde, l'un d'entre eux l'attaque et le blesse au bras. Durant sa convalescence, il est soigné par Mary Moffat, la fille d'un missionnaire qui est né et a grandi en Afrique. Ils tissent alors des liens étroits et finissent par se marier au bout d'1 an. Malgré sa mission principale, à savoir répandre le christianisme, il ne parvient à convertir qu'un seul habitant, un homme appelé Setchele, chef d'une tribu du Botswana. Même cette réussite n'est que partielle. Après avoir divorcé de 4 de ses 5 femmes et s'être fait baptiser, Setchele a eu un enfant avec l'une de ses anciennes épouses et a continué à vénérer le dieu de la pluie. Livingstone, quant à lui, ne s'en préoccupe guère. Sa véritable passion est l'exploration de la jungle africaine et la cartographie de régions inconnues. Parallèlement, Livingstone est le premier Européen à traverser toute la partie méridionale de l'Afrique. À son retour en 1856, la nation l'accueille en héros pour avoir jeté une lumière nouvelle sur le continent noir. À peine rentré en Grande-Bretagne, Livingstone songe déjà à sa prochaine aventure. En décembre, la Royal Geographical Society lui attribue une médaille d'or, mais la London Missionary Society refuse en même temps sa proposition visant à implanter de nouvelles stations missionnaires au nord du fleuve Zambèze. À cette date, il a été nommé consul de la Reine pour la côte de l'Afrique de l'Est et les districts indépendants de l'intérieur. Cette nomination lui permet de trouver un financement pour sa prochaine expédition directement auprès du gouvernement britannique. La mission a un but précis, découvrir les possibilités de commerce britannique le long du fleuve Zambèze. D'une longueur de 2500 km, le fleuve réunit le cœur sauvage du continent à la côte et pourrait, en théorie, servir de lien de transport vital entre la jungle et la civilisation.
Cette mission semblait faite sur mesure pour Livingstone car, après tout, sa devise était « Christianisme, commerce, civilisationné ». Il est fermement opposé à l'esclavage et est convaincu qu'en conjuguant ces trois éléments, les colons parviendront à modifier leur perception des tribus indigènes. En mars 1858, les Livingstone quittent 3 de leurs 4 enfants et partent à nouveau pour l'Afrique avec leur plus jeune fils et une équipe de 6 experts britanniques. Livingstone est plein d'espoir, sans se douter pour autant que cette fois-ci, les choses ne se dérouleront pas sans accroc. Les maladies tropicales, tout comme les conflits au sein de l'équipe et l'entêtement de Livingstone, ont fait de cette mission un véritable enfer. En avril 1862, sa femme Mary succombe à la malaria au Mozambique. Toutefois, cette perte ne le freine pas dans son élan. Le médecin de l'expédition, John Kirk, écrit ceci à propos de son comportement. « J'en suis venu à la conclusion que le docteur Livingstone n'a pas toute sa tête et que c'est un chef extrêmement dangereux. Les membres de l'équipe se mettent à abandonner l'expédition, ce qui n'arrête pas Livingstone. Il déclare même être prêt à aller n'importe où, pourvu que ce soit en avant. » En 1864, les autorités britanniques elles-mêmes s'aperçoivent que Livingstone a abandonné le contrôle de la situation et lui demandent de renoncer immédiatement à sa mission. À son retour, l'accueil qui lui est réservé est tout à fait différent de celui qu'il avait reçu 8 ans plus tôt. Aucune découverte majeure n'est à mettre à son actif. Personne ne lui souhaite la bienvenue et les journaux parlent de son voyage comme d'un échec colossal. Une seule chose demeure inchangée. Livingstone réfléchit déjà à sa prochaine expédition. En janvier 1866, David Livingstone entame son ultime expédition en Afrique. Son objectif est cette fois de trouver la source du Nil. Encore une fois, une partie de son équipe l'abandonne, ses provisions, notamment des médicaments, sont dérobées par des tribus indigènes et, en 1869, il devient gravement malade. Il est atteint du choléra, développe des ulcères aux pieds et contracte une pneumonie. Pour survivre, il a besoin de l'aide des Arabes locaux, qui, ironiquement, sont des marchands d'esclaves. Mais dans son état, il n'a pas le choix. Les événements du 15 juillet 1871 le frappent durement. Affaibli, il est témoin du massacre par ses gardiens arabes de 400 Africains réunis au marché de Nyangwe, dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Livingstone est dévasté. Il séjourne avec les Arabes pendant la saison des pluies, mais se fait ensuite conduire à près de 400 km de là, sur les rives du lac Tanganyika. Au terme de ce long voyage, il est si épuisé qu'il n'attend plus que la mort. Au lieu de cela, en 1871, le journaliste Henry Morton Stanley se présente à lui et tient des propos désormais légendaires. « Dr Livingstone, je présume ?» ?»« Oui », répond simplement Livingstone, malade. Il y décrit ensuite ses expériences, dont l'horrible massacre. Stanley en fera plus tard état dans son livre « Comment j'ai retrouvé Livingstone ». Au moment de partir, Livingstone déclare que son travail en Afrique reste inachevé. Revigoré par la nourriture et les médicaments, il fait ses adieux aux reporters et repart à la recherche de la source du Nil. Toutefois, il n'atteindra jamais la source du plus grand fleuve d'Afrique. Le 1er mai 1873, à l'âge de 60 ans, il décède dans le village de Chipundu, situé dans l'actuelle Zambie, à cause du paludisme et d'une hémorragie interne causée par la dysenterie. Ses guides locaux inhumant son cœur sous un arbre à l'endroit où il est décédé, puis entreprennent un voyage de 1600 km jusqu'à la ville côtière de Bagamoyo, en actuelle Tanzanie, en transportant son corps. Là-bas, un navire britannique prend en charge sa dépouille. Au terme de 7 longues années, Livingstone rentre enfin chez lui, du moins symboliquement. Le docteur David Livingstone repose aujourd'hui dans l'abbaye de Westminster, à Londres, et figure parmi les grandes figures de l'histoire britannique. Malgré l'échec de ses 2 dernières expéditions, le rapport de Stanley a fait de lui un héros. La légende de Stanley a été renforcée par la volonté des Africains de porter son corps pendant 63 jours à travers les régions sauvages de l'intérieur du continent. Au fil de ses expéditions, Livingstone a découvert une multitude d'endroits jusqu'alors inconnus du monde occidental. Les rivières, les lacs et les chutes d'eau auxquelles il a accédé ont peu à peu comblé les espaces vides sur la carte de l'Afrique. Et plus important encore, son profond respect pour les populations locales et le continent lui-même a permis de modifier, du moins en partie, la perception qu'avaient les Européens de l'Afrique, longtemps perçue comme une terre sombre et inexplorée.